Bonjour, et en balade aujourd'hui sur les routes de Bourgogne, nous allons parler notamment dans l'émission de grand luxe, de standing en tout terrain, au volant de cette nouvelle génération du Mitsubishi Pajero. Mis à part la moto, la différence entre le motoball et le football, c'est que les stars n'y sont pas connues et qu'ils ne sont pas non plus champions du monde. Eh bien, raison de plus aujourd'hui pour nous y intéresser dans Turbo. Mais comment les Anglais s'y sont-ils pris pour réussir? Pour démarrer Turbo aujourd'hui, un regard de l'autre côté de la Manche. En l'espace de quelques années, nos voisins britanniques ont en effet mis un terme au massacre sur leur route. Enquête en Angleterre de Cédric Fesch. Bienvenue au Pays de Galles. Vous êtes ici dans l'une des régions de Grande-Bretagne qui obtient les meilleurs résultats en termes de sécurité routière. Le Royaume-Uni fait figure d'élève modèle au sein de l'Europe, 3000 morts par an contre 8000 en France. Alors comment font les Anglais? Ce n'est certainement pas grâce à leur route. Les autoroutes britanniques ressemblent à nos nationales. De plus, la circulation y est très dense en permanence. Quant aux routes départementales, c'est bien simple, on n'y passe pas à deux voitures. En France, un juge a essayé de comprendre comment la Grande-Bretagne réussit là où nous échouons. Catherine Daire est juge d'instance à Châteauroux. Elle vient de rendre un rapport au ministère de la Justice après 15 jours d'enquête au Pays de Galles. Absolument toutes les personnes que j'ai rencontrées, quand je leur décrivais la situation telle qu'elle est en France, ils me disaient « Tiens, chez nous, c'était comme ça il y a 25 ans ». Ce qui signifie, à mon sens, qu'en France, c'est pas parce qu'on a soi-disant un tempérament latin ou autre, c'est tout simplement parce qu'on a du retard. Et donc un retard, c'est plutôt encourageant parce qu'on peut le rattraper. Il faudra combien de temps pour le rattraper d'après vous ? Je ne suis pas une spécialiste, mais pour changer un petit peu les comportements, c'est-à-dire pour éduquer les gens, il faut au moins 10 ans. S'il faut rééduquer l'automobiliste, le premier chapitre à réviser sera celui de l'alcool. La conduite en état d'ébriété est le principal fléau au pays de la gastronomie et du bon vin, mais la Grande-Bretagne aussi a dû contrarier une tradition nationale. Nous avons un problème avec l'alcool chez nous aussi, comme en France et comme dans les autres pays du monde. Mais je pense que le message que nous avons réussi à faire passer en Grande-Bretagne, c'est qu'on ne boit pas d'alcool lorsqu'on conduit une voiture. Les jeunes en particulier ne mélangent pas conduite et alcool. Mais c'est vrai que les conducteurs plus âgés, au-delà de 50 ans, persistent à boire, probablement parce qu'ils n'ont pas été éduqués sur l'alcool, comme les jeunes d'aujourd'hui. Et pour faire passer le message, les Britanniques ont choisi la répression, sévère et sans concession. Si votre contrôle d'alcoolémie est positif, vous perdez votre permis pour 1 an et demi. En cas de récidive, la peine passe à 3 ans, et si vous persistez, vous ne conduirez plus pendant 10 ans. Vous risquez même entre 2 et 10 ans de prison si vous avez été dangereux à cause de votre état d'ébriété. Les résultats passeraient donc par la répression. Mais attention, une répression intelligente. Vous ne verrez pas de radar sur les longues lignes droites sans danger. Les Britanniques préfèrent concentrer leurs moyens sur les lieux vraiment dangereux. Ce carrefour, par exemple, était un point noir. Aujourd'hui, chaque feu tricolore est surveillé par une caméra automatique qui se déclenche dès qu'une voiture passe au rouge et des radars sont fréquemment installés. Mais ce n'est pas un piège, tout le monde est prévenu par ces panneaux et il faut vraiment le vouloir pour se faire prendre. Ce sont les policiers qui sont à l'origine de ce type d'aménagement. Après chaque accident ayant entraîné des victimes corporelles, le service d'investigation se rend sur place pour déterminer l'origine de l'accident. Ils ont filmé eux-mêmes ces images, pris des mesures pour en tirer des conclusions qui seront prises très au sérieux. Si nous détectons qu'un accident a été causé par un défaut de la route ou des infrastructures ou par une défaillance des véhicules, nous cherchons à supprimer le danger avec les services de la commune ou le constructeur automobile en leur livrant nos conclusions. Et si un autre accident arrive au même endroit parce que nos recommandations n'ont pas été suivies des faits, alors je pense que des personnes seraient poursuivies en justice. La différence fondamentale entre la France et la Grande-Bretagne, c'est certainement que les deux pays suivent une logique différente. Alors que les policiers français tentent de faire respecter la loi, les Britanniques vous empêchent avant tout d'être dangereux. Pour cela, ils sont omniprésents et leurs voitures sont très visibles. Leur objectif n'est pas de vous faire payer une amende, mais de vous faire rentrer dans le rang, avec des moyens tout simples comme ce panneau lumineux, attachez votre ceinture ou encore raccrochez votre téléphone. En fait, l'automobiliste britannique n'est pas plus sage que le français. Seulement, il est surveillé et il le sait. Les caméras de surveillance sont partout et il réfléchit à 2 fois avant de commettre une infraction.
Cette nouvelle génération du 4x4 Mitsubishi Pajero arrive donc aujourd'hui en France. Vous le voyez, elle est relookée. Vous allez pouvoir également constater au cours de l'essai qu'elle est remotorisée, techniquement également modernisée et dans un style grand standing à l'image de ce qui se fait en ce moment dans cette nouvelle catégorie des 4x4 baptisée de luxe. Et c'est Christophe Chevalet maintenant qui l'essaie dans Turbo. À l'image de cette 4e version du Mitsubishi Pajero, les 4x4 d'aujourd'hui ont définitivement plus rien à voir avec leurs origines. Depuis 50 ans, l'architecture des 4x4 n'a finalement pas évolué. Elle est toujours composée d'un vrai châssis à échelle et de ponts rigides. Avec ce nouveau Pajero, Mitsubishi marque donc un tournant radical dans la conception de ces 4x4 avec l'adoption d'une carrosserie monocoque en remplacement du traditionnel châssis. Autrement dit, l'architecture de ce 4x4 est identique à celle d'une berline classique. Mais comme il s'agit d'un tout-terrain, on a donc renforcé sa carrosserie, sa résistance à la torsion a été multipliée par 3, et elle a également subi une véritable cure d'anabolisant. Ses ailes ont gonflé exagérément, sa calandre s'est inclinée, et il s'est élargi de près d'une dizaine de centimètres. Le Pajero a donc succombé à cette mode des 4x4 toujours plus gros, plus massifs, et donc plus virils. À l'intérieur, on a beaucoup apprécié les nombreux rangements et notamment cette double boîte à gants très pratique. Au chapitre sécurité, le Pajero est aussi bien doté qu'une berline avec 4 airbags frontaux et latéraux, et ce quelles que soient les versions. Mais le plus spectaculaire dans cette nouvelle génération, c'est son espace intérieur beaucoup plus généreux. On a gagné plus de 10 cm en largeur. Mais encore faut-il pouvoir y accéder, car on ne peut pas monter dedans côté conducteur, le dossier n'est manœuvrable qu'électriquement, tandis que de l'autre côté, cela se fait manuellement. Selon l'ombre au tableau, l'aspect des plastiques est parfois peu flatteur, notamment ses nombreux plaquages en véritables ronces de polyuréthane. Si les passagers ont nettement plus d'espace à vivre, il en va de même pour les bagages. Le coffre est même l'un des plus vastes de sa catégorie, avec un volume qui va de 1293 à 1700 litres pour la version 5 portes. On a également apprécié ses astucieux compartiments pour le rangement. Côté moteur, c'est un tout nouveau 4 cylindres turbo diesel de 165 chevaux à injection directe baptisé DID. Si les chevaux sont bien là, le bruit digne d'une camionnette de chantier est également bien présent à bas régime. Quant au franchissement, en absence de pont rigide, le Pajero a gagné plus de 3,5 cm en garde au sol. Même s'il s'est embourgeoisé avec les années, le Pajero n'a rien perdu de ses capacités de franchissement. En fait, dans cette mutation, il a surtout gagné en souplesse et en amortissement. Si ça n'avance plus, vous appuyez alors sur le petit bouton magique du blocage de différentiel arrière et il se sort immédiatement de n'importe quelle difficulté. Le Pajero inaugure également une nouvelle transmission intelligente qui vous permet de rouler en toute sécurité sur route et en tout terrain indifféremment en 2 roues et 4 roues motrices. Mais la principale révolution de ce nouveau Pajero, c'est son comportement routier. Grâce à ses suspensions indépendantes, fini le roulis et les traditionnels mouvements de carrosserie dans les virages. Le Pajero vire à plat, il est rivé au bitume. Son efficacité est impressionnante. Quant à son amortissement, il est certes ferme, mais beaucoup plus acceptable pour les passagers arrière, notamment sur les longues distances. Cette version haut de gamme, baptisée Exced, est équipée d'une boîte automatique à commande séquentielle qui permet de passer les vitesses du bout des doigts par une simple pression. Le mariage entre la boîte automatique et le couple phénoménal du 4 cylindres turbo diesel est un vrai régal, mais uniquement réservé à cette version. Au final, avec cette évolution, le Pajero a gagné sur tous les tableaux, que ce soit en tout terrain ou sur route. Il est plus confortable et son comportement routier est excellent. Mais en contrepartie, les tarifs sont à la hausse. Il faut en effet compter au minimum 200 000 francs pour accéder à la première finition, Aventure, c'est-à-dire sans climatisation, sans ABS et sans jante alu. Alfa Romeo présente sa nouvelle berline compacte, la 147. Elle remplace le duo 145-146 dont les ventes n'avaient jamais vraiment décollé. Concurrente des Golf, Xara et autres Mégane, la 147 pourra compter sur une ligne très personnelle et ses moteurs au fort tempérament dans une catégorie qui manque souvent de caractère. Vedette du salon de Turin, l'Alfa Romeo 147 sera commercialisée en octobre 2000. Toyota s'installe dans sa nouvelle usine du nord de la France à Onnaing, 2 ans jour pour jour après l'ouverture d'un bureau de représentation Toyota à Valenciennes. Cette usine débutera les essais de fabrication de la petite Yaris à l'automne. 1 millier d'agents de fabrication doivent être recrutés d'ici à une dizaine de mois, un chiffre qui devrait doubler avant fin 2001. La manche française du championnat d'Europe de rallycross a été remportée par Eddy Benezet sur 306 S16 en division 2.
Un autre pilote français, Philippe Tolmer, est arrivé second. La division 1 est toujours dominée par les pilotes d'Europe du Nord. Kenneth Hansen s'est largement imposé avec sa Citroën Xara WRC, suivi de Joss Cupers sur sa Ford Escort. Comment rouler petit en faisant de grosses économies? Bah nous on a la solution. Mais on ne vous la donnera qu'après la pub, dans Turbo. Alors à tout de suite. Une halte à présent sur ces routes de Bourgogne que nous sillonnons aujourd'hui dans la région d'Auxerre, de Chablis et de Vézelay, sur cette départementale 956 qui nous permet d'admirer d'une part ce très joli village de Saint-Cyr-les-Colons, de revenir pendant quelques secondes sur cette esthétique de ce nouveau Mitsubishi Pajero et d'admirer et d'apprécier ou non ses formes bodybuildées. Et puisque nous sommes à 200 mètres à peine de l'autoroute A6, c'est bien de parler de nouveaux tronçons qui vous permettront à vous aussi cet été de partir en vacances. Un dossier de François Alain. S'il y a bien un chantier permanent dans l'Hexagone, c'est celui des autoroutes. Depuis 20 ans, la France a doublé son réseau. En 1980, il y avait seulement 3700 km d'autoroutes et aujourd'hui, il y en a 8700, dont 1400 km d'autoroutes gratuites. Le prix de construction d'une autoroute varie de 30 millions de francs du kilomètre à près de 120 millions pour certaines zones montagneuses, ce qui explique le développement parfois lent du réseau. Depuis l'été dernier, plus de 150 nouveaux kilomètres d'autoroutes ont été livrés sur deux axes principaux. L'autoroute A89 entre Ussel et le Sancy et l'autoroute A77 entre Dordives et Cosne-sur-Loire. Notez qu'en Bretagne, il n'y a pas d'autoroute payante pour respecter un traité de la fin du XVe siècle lorsqu'Anne de Bretagne épousa le roi de France et qui est toujours en vigueur aujourd'hui. Pour 2001, les nouvelles ouvertures seront de l'ordre de 300 km. Ensuite, il restera à boucler les derniers grands axes, principalement dans le quart sud-ouest de la France. Mais ce n'est pas tout. Il y aura des élargissements de 2x2 à 2x3 voies et il y aura surtout des améliorations qualitatives. Des aires encore mieux faites, des radios autoroutières encore plus générales sur l'ensemble du réseau, donc des possibilités de confort et de fluidité bien meilleures sur les autoroutes de France. La sécurité est en progression constante. En 20 ans, le taux des accidents mortels a été divisé par 3, malgré l'augmentation du trafic. L'autoroute reste beaucoup plus sûre que le reste du réseau. Statistiquement, il y a 10 fois moins de risques sur autoroute que sur route. Bon, limité à 130, ça va, je trouve que c'est assez vite. Ça va assez vite comme vitesse. Elles sont en bon état, elles sont propres, elles sont bien, les aires de repos, c'est bien. Il n'y a pas vraiment de gros problèmes. Le plus dur, c'est le prix parfois. En grande partie le tarif et puis l'éclairage la nuit essentiellement, parce que c'est assez sombre. Il y a certains pays dans le nord qui sont éclairés la nuit. En France, c'est pas le cas. Les règles de sécurité, que ce soit plus des coups-têtes qui nous en mettent un deuxième en partie basse. Effectivement, il reste une ombre au tableau. Prévu d'origine sur les courbes serrées des nouvelles autoroutes, le double rail qui protège les motards n'équipe quasiment pas les routes et les autoroutes déjà existantes, alors qu'une centaine de motards décèdent chaque année pour cette seule raison. Il reste donc un gros effort à faire en direction des deux roues. Week-end à Rome, un week-end à la découverte d'un nouveau scoot bio-urbain, c'est comme ça qu'on les appelle maintenant, une nouveauté Yamaha qui va se situer dans la gamme entre le Cygnus et le Majesty, et c'est Jean-Luc Moreau qui nous le fait découvrir à présent. Les scooters sont à la mode et ça n'est pas aux Italiens qu'on va l'apprendre puisque c'est eux qui ont inventé le concept il y a une cinquantaine d'années et que près d'un scooter sur deux vendu en Europe l'est en Italie. Non, la nouveauté c'est qu'ici à Rome, comme ailleurs d'ailleurs, les machines immatriculées prennent peu à peu le pas sur les cyclos. Une bonne raison pour Yamaha d'étoffer sa gamme déjà riche d'un nouveau 125, le Théo. Dans la gamme Yamaha, ce nouveau Théo s'inscrit donc entre le Cygnus et le Majesty. C'est un modèle de milieu de gamme à vocation essentiellement urbaine, comme en attestent ses dimensions réduites, puisqu'il ne mesure qu'1,86 m de long et 74 cm de large. Cette compacité est également renforcée par une bouille tout en rondeur plutôt sympathique, avec notamment ses jolis phares d'inspiration très automobile. Sous cette belle robe, aux allures parfois animales, ici un poisson par exemple, se cache une autre bête en la présence du moteur du gros Majesty, un monocylindre 4 temps 124 cm3 puissant puisqu'il développe plus de 11 chevaux.
Au chapitre pratique, enfin, Yamaha a doté le Théos d'un tableau de bord simple mais complet, avec en particulier une pendule, bien pratique quand on est pressé. On trouve aussi un porte-paquet costaud et un vaste espace de rangement sous la selle. Hélas, la boîte à gants est restée à l'usine et il est impossible de poser une paire de clés ou un téléphone portable. Autre critique immédiate, la hauteur de selle est trop importante pour une machine de cette catégorie, puisqu'il faut mesurer plus d'1,70 m pour avoir les deux pieds qui touchent par terre. Quand on n'est plus arrêté au feu rouge, en revanche, le Théos dévoile une foule de qualités, à commencer par un moteur péchu qui n'a aucun mal à faire s'envoler les 113 kg de l'engin. La tenue de route est excellente grâce aux grandes roues de 12 pouces, le freinage tout à fait correct vu les performances et l'agilité remarquable grâce à la taille compacte de l'engin. Ce nouveau scooter Yamaha Théos a parfaitement réussi son test de maniabilité ici dans les petites rues de Rome. Ce qu'il supporte en revanche nettement moins bien, ce sont les pavés romains, avec des suspensions trop sèches qui malmènent quelque peu, c'est dommage, les vertèbres du conducteur. Nain aux fesses fragiles, il est donc conseillé de s'abstenir. Pour les autres, il n'y a pas de contre-indication, à condition de posséder 19 990 francs. La basilique de Marie-Madeleine à Vézelay, une étape de recueillement et de méditation pour les pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, et puis une œuvre d'art incomparable pour des millions de touristes. Nous allons essayer maintenant le nouveau monospace Hyundai. Le trajet, sa grande force, 7 places dans 4,7 m. Il aura nécessité 30 mois d'études et 300 millions de dollars d'investissement. Et c'est réalisé maintenant pour Turbo par Étienne Bruet. Dans les bonnes affaires, voici le Hyundai Trajet. Le premier constructeur coréen part à la conquête de l'Europe avec ce nouveau monospace grand format, fabriqué en Allemagne et digne successeur d'un autre monospace, le Satellite. Objectif ambitieux mais pas impossible pour ce trajet, compte tenu de son excellent rapport qualité-prix. Pour séduire une clientèle de plus en plus volatile, Hyundai a choisi la plus simple des recettes, c'est-à-dire singer le meilleur des stars du marché en exagérant les doses. Reprenez les dimensions des plus grands, genre Chrysler Voyageur, ajoutez-y du style et de l'élégance, une bonne louche d'équipement et d'astuces en tout genre, et vous obtiendrez au final ce très réussi monospace aux courbes classiques mais sympathiques et bien équilibrées. L'intérieur surprend aussi par sa qualité de présentation. La finition reste très honorable, même si certains plastiques auraient sans doute mérité un grain plus flatteur. En revanche, inutile de chercher la moindre innovation pratique à son bord. Les nombreux rangements restent identiques à ceux que l'on trouve dans la plupart de ses congénères. Son vaste espace offre une habitabilité généreuse, même en configuration 7 places. Le volume du coffre passe de 523 à 3237 décimètres cubes. C'est plus qu'un espace. Le moteur de litre essence développant 136 chevaux s'acquitte correctement de sa tâche en dépit de son poids élevé et des 3 derniers rapports de boîte horriblement longs. La quasi-absence de roulis étonne, mais Hyundai a mis du chewing-gum dans les suspensions de ce gros paquebot. Résultat en courbe, conducteurs et passagers auront le mal de mer à la moindre vague de nid de poule. Mais le comportement général reste sans souci particulier. Une motorisation diesel disposant de la technologie Common Rail sera proposée dès 2001. À 146 900 francs, le trajet avec un équipement de série archi complet affiche un tarif canon pour la catégorie. 15 000 francs de moins qu'un Voyageur 149 chevaux, moins performant et moins équipé. Dans un tout autre registre, voici un autre modèle Hyundai, une autre bonne affaire, l'élégant et le racé coupé 2 litres 138 chevaux, sorti en 96 et récemment restylé. Le coupé Hyundai se situe dans la catégorie des petites sportives bon marché. Plus félin que la Puma, plus fluide que la Tigra, il arbore une carrosserie élancée et une allure franchement offensive. Avec un nouveau regard plus agressif, le caractère de cette sportive est indéniable. Les ingénieurs coréens ont fait preuve de la même imagination dans la confection de l'habitacle. Le dessin de la planche de bord ne manque pas de créativité et les différentes commandes rappellent celles de la Porsche Boxster. L'ensemble est soigné et même l'habitabilité aux places arrière est largement supérieure à celle de ses étroites concurrentes. Les défauts ? Un coffre réduit mais dont l'accès est pratique et un volant trop bas dont le réglage en hauteur est purement symbolique. Sur route, le 2 litres se révèle plus musclé que le trossage 1600 cm3 de 114 chevaux.
mais il ne permet pas au coupé Hyundai de rivaliser avec de plus grosses sportives. Sa motricité laisse parfois à désirer et son train avant n'a pas la précision de la Ford Puma. Mais l'équilibre général de l'ensemble est rarement pris en défaut. À 129 900 francs, le coupé se part d'un équipement remarquable en tout point, comparable avec ses concurrentes directes. Avec cette version luxe qui intègre siège en cuir, alarme et radio CD, ce coupé pourrait bien même faire de l'ombre au coupé Fiat, bien que le caractère moteur lui fasse hélas cruellement défaut. À 24 ans, Brice Tirabassi accomplit sur 106 S16 sa seconde année en rallye à la conquête d'un volant 206 WRC. Le jeune espoir dispose d'une petite équipe, de moyens limités, mais d'une véritable assistance familiale. Pour tous ceux qui se destinent à courir en rallye et qui en plus rêvent d'un volant professionnel, Brice Tirabassi est peut-être un exemple. Étienne Bruel l'a rencontré à l'occasion du rallye Alsace-Vosges. Est-ce que tu aimerais faire du rallye plus tard ? Oui, j'aimerais bien. Alors qu'est-ce qu'il faudrait pour faire du rallye à ton avis ? Une bonne voiture. Une bonne voiture ? Et quoi d'autre ? Beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui vous en empêche ? Le financement. Pourquoi c'est cher ? Ouais, c'est très cher. Qu'est-ce qu'il faut pour faire du rallye ? Une belle voiture. Seulement ? Puis un cœur. Déjà la passion. Et surtout des sponsors. Être ambitieux, motivé. Il faut se lever tôt le matin et finir tard le soir. Y'a que ça. Un bon sponsor. Déjà, ouais, et puis le cœur gros. Après 3 années d'expérience seulement, Brice Tirabassi, avec un budget raisonnable pour débuter, est devenu pilote d'une 106 S16 avec laquelle il se bat contre les ténors du volant 206 WRC pour accéder au championnat du monde. Pour en arriver là, Brice a dû s'investir totalement, acheter une voiture fiable et performante, trouver des sponsors, engager une équipe solide et motivée. Tout cela coûte bien évidemment de l'argent, entre 50 et 100 000 francs au minimum l'année. Et puis enfin et surtout, pour réussir, il faut du talent. Voilà en quelque sorte la formule magique pour permettre à tout jeune débutant en sport mécanique de réaliser son rêve et d'assouvir une passion. La passion du rallye, ça m'est venu, si tu veux, quand j'étais petit, je suivais mon père qui faisait des rallyes. Je lui faisais l'assistance de 10 ans à peu près jusqu'à 16 ans. Avec un père ancien rallyman, aujourd'hui devenu son directeur sportif, il aurait été surprenant que ce jeune surdoué ne plonge pas tête baissée dans l'univers du rallye. D'abord, il partage la même passion que moi. Ça, c'est extraordinaire. Et il est, disons, meilleur que moi au volant. Ça, c'est bien aussi. Et je vis à travers lui ce que j'ai pas pu vivre à cause de mes activités professionnelles. Pour se consacrer totalement à ses courses, Brice lui a décidé de tout mettre de côté pour devenir pilote. L'école, le restaurant de son père dans lequel il travaillait et les copains. Une année sabbatique pour apprendre et progresser dans cet environnement sportif qui ne laisse pas de place à autre chose. Est-ce qu'il y a une vie en dehors du rallye ? Oui, il y a l'avant-rallye, il y a l'après-rallye. En plus, nous, on est très très souvent ensemble parce qu'on se déplace beaucoup. Il y a les reconnaissances avant, il y a le retour, il y a la remise en question de tout. Il faut faire le point sur ce qui s'est passé, sur ce qui ne s'est pas passé. Et puis penser au prochain rallye. Confirmation, la vie en dehors du rallye, même en famille, c'est le rallye. Vous êtes à tous les rallyes ? Pas tous, je peux pas venir à tous, mais c'est vrai que quand j'y suis, même quand je suis pas, je suis sur internet, par tous les biais de communication, par téléphone, et je suis la course en direct. On vit ensemble, on est scotchés ensemble, et on habite ensemble et on fait les rallyes ensemble et je pense on passe pas une journée sans s'appeler 2 fois. Vous vous disputez de temps en temps ? Jamais. Jamais. C'est vrai. Jamais. Pour tous ceux qui n'évoluent pas dans un environnement familial concerné par le sport automobile, il existe des formules de promotion organisées par la Fédération française et par certains constructeurs comme par exemple Peugeot qui mettent en place chaque année des sélections rallye jeunes. Pour 100 francs seulement, vous pouvez devenir pilote de rallye. Pour réussir, il faut être doué. C'est d'abord beaucoup de travail, c'est ensuite de la chance, mais elle ne sourit pas à tout le monde. C'est un sport très prisé dans les pays de l'Est, mais carrément tombé en désuétude aujourd'hui en France, où l'on ne compte plus que quelques 300 licenciés. Et pourtant, dans les années 60, à la grande époque du motoball, rien que Paris comptait 10 équipes de foot à moto. Pour tout savoir sur le motoball, le reportage maintenant de Jean-Luc Moreau. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous allez assister à un match de motoball comptant pour le
Quoi de mieux que cette période de préparatif de l'Euro 2000 pour vous présenter le moto. Le motoball, contrairement à ce que vous pourriez penser, ce n'est pas du football joué par des feignants qui auraient décidé de monter sur des motos pour ne pas avoir à courir. Non, c'est un sport viril qui réclame à la fois des qualités de bons footballeurs et de bons pilotes moto. Pour y jouer, il faut donc un ballon d'un diamètre notablement plus important, vous le remarquerez, que celui d'un ballon de foot, qui rentre tout de même dans les buts. Il faut ensuite une moto et pas n'importe laquelle. Ce sont en général des 250 cm3 de crosse modifiés. Mais il existe aussi des modèles, comme cette moto allemande Malone, spécialement conçue pour le motoball. Hormis le look particulièrement ingrat, on remarquera la faible hauteur de selle, une double pédale de frein, le guide ballon qui évite de rouler sur la balle et un guidon abondamment pourvu en levier, et pas simplement pour la déco, car comme sur la Ferrari de Schumacher, les vitesses sont au volant. On a la première donc à gauche. Ensuite, on monte 2, 3, 4, 5 sur la poignée droite et on redescend donc sans débrayer. Tout ça, ça se fait. En revanche, côté équipement, c'est pas la F1, mais c'est les Misérables. Il y a des combines, c'est un bout de quoi? C'est de la chambre à air là? Oui, la chambre à air là, c'est pour maintenir. Enfin, c'est pareil, c'est pour protéger un peu le lassage. Et ça, ouais, donc moi j'ai fait ça avec du fût. Avec un morceau de fût plastique sur lequel j'ai remis un bout de tapis de voiture quoi, qui est collé, rifté. Bon, maintenant, démonstration avec à gauche en bleu et à droite en jaune, non pas l'équipe de France contre le Brésil, mais bien Versailles contre Vougeaucourt. Et c'est parti pour 4 fois 20 minutes. Première constatation, la place de l'arbitre n'est pas la meilleure, car si courir après des joueurs n'est déjà pas très facile, courir après une moto qui fait des pointes à 80 km/h, ça l'est encore moins. Tout ça pour vous dire que le motoball, ça va vite, ce qui explique qu'il y ait certaines règles de priorité. Ainsi, le porteur du ballon est prioritaire, et aucun autre joueur ne doit entraver son évolution. Interdiction donc de barrer la route, de toucher l'adversaire avec la moto ou avec les mains d'ailleurs. Pour les buts, c'est comme au foot, mais essayez donc de shooter avec une moto entre les jambes. Savant mélange de sport collectif, de sport d'adresse et de combat de gladiateurs, le motoball n'a hélas pas la place qu'il mérite. Mais il faut aussi dire que la France n'a jamais été championne du monde. Ah, au fait, Vougeaucourt a battu Versailles par 7-1, c'est sans commentaire. Attention, un changement notable le week-end prochain, puisque pour cause d'Euro 2000, Turbo ne sera pas diffusé le samedi comme chaque semaine, mais uniquement dimanche matin. Et voici ce qu'il y aura au sommaire de l'émission. De la Formule 1 côté coulisses, et vous y découvrirez que la logistique d'un Grand Prix n'a rien à envier à une organisation militaire. Chaque détail y est minutieusement préparé et rien n'est laissé au hasard ou à l'improvisation. À commencer par le transport des voitures, de la technique, du matériel électronique. À suivre donc dimanche prochain l'enquête de Turbo. Découverte, curiosité, les stages Maserati. Voilà, c'est noté. Et donc, à dimanche prochain. Au revoir. À Lindy.